Le passeur amène plus de passagers, il y a des gens qui se piétinent. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui meurent piétinés dans un bateau. J'en ai fait la mère expérience, moi en 2020, quand je suis monté dans un bateau qui était surchargé, j'ai marché moi-même sur un enfant. Je peux vous dire, c'est terrible, c'est terrible. Et ce qui se passe, d'imaginer aujourd'hui qu'il y a des gens des enfants qui meurent piétinés dans une embarcation, on est au comble de l'horreur. Dimanche 29 décembre, 3 migrants ont perdu la vie au large du Pas-de-Calais en essayant de traverser la Manche. D'après la préfecture, ils seraient 73 à être décédés en 2024, l'année la plus meurtrière depuis l'apparition des small boats. À bord de canots gonflables ou de bateaux achetés dans des magasins de loisirs, chaque année, des milliers de personnes venues de Syrie, d'Iran, du Soudan et d'autres pays en crise tentent de parcourir les 30 km qui séparent la France de l'Angleterre. Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons reçu le journaliste Julien Goudichaud, qui a suivi de près les migrants et les passeurs sur les plages du Nord pendant 7 ans. Julien est monté dans l'un de ces bateaux et nous raconte l'enfer de ces traversées qui sont de plus en plus nombreuses et toujours plus meurtrières. J'ai négocié avec des passeurs avec qui j'avais réussi à nouer des contacts. Et un jour, l'un d'eux a accepté de me laisser monter à bord, avec ma caméra. Pourquoi y a-t-il toujours autant de traversées, toujours plus de morts? Il y a quelques années, en fait, les exilés, quand ils arrivent à Calais, ils cherchaient à passer, soit en montant, comme ils pouvaient avec les moyens du bord, dans des camions, soit en attrapant des trains au vol pour s'engouffrer dans le tunnel et réapparaître en Angleterre. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a certains qui sont restés tellement longtemps à Calais, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années, qui n'avaient pas d'argent pour payer ces réseaux de passeurs, qu'il y a un petit groupe qui s'est dit, on va le tenter par la mer. L'idée, elle a germé, parce que si vous voulez, quand ils sont là-bas, ils les voient, les côtes. Les côtes, elles sont à côté. Quand il fait jour, elles brillent. C'est trop tentant. Donc, un jour, il y a donc des Iraniens, c'est eux qui sont à l'origine de ces premières traversées, qui ont réussi. Et quand ils ont réussi, ben, ils ont fait passer le message aux autres qui étaient arrivés à Calais ou qui étaient encore sur le chemin. Ils ont dit, hé les gars, c'est possible par la mer. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. Le message s'est répété et tout le monde a fini par se dire c'est possible, donc on va le tenter. Ben, ils ont commencé chacun, par nationalité, à s'organiser pour faire venir des bateaux, les commander sur Internet, acheminer un moteur, aller chercher de l'essence à la station du coin et organiser chacun leur propre petite traversée. Et les passeurs se sont dit ben, là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a un business à monter, on va arrêter les camions, on va faire les bateaux parce qu'en plus, on peut en mettre plus d'exilés d'un coup dans un bateau et le passage sera encore plus rentable. Donc, il y a des filières qui ont commencé à se monter. Aujourd'hui, les bateaux, ils sont commandés par les passeurs en Chine. Ils sont ensuite livrés et acheminés jusqu'en Turquie. Et après, ils partent de Turquie et ils sont acheminés jusqu'en Allemagne où ils sont gardés dans des entrepôts. Dans ces espèces d'entrepôts, il y a des gens qui gardent des bateaux et des moteurs, qui les commandent en gros, et qui revendent ces bateaux et ces moteurs à plusieurs passeurs du Nord-Pas-de-Calais. Un passeur qui commande un bateau et un moteur et qui se le fait livrer, donc en passant par toute cette filière, devra débourser entre 10 et 13 000 euros. En moyenne, le prix des traversées par bateau, juste une moyenne, hein, ça dépend des embarcations, en moyenne, les gens payent entre 1300 et 1600 euros par traversée. Donc si on multiplie 1500 par 10, je crois qu'on atteint aux alentours des 80 000 euros. Il y a des passeurs qui sont devenus millionnaires, clairement. Chaque année, les bateaux sont plus grands avec plus de personnes. En 2020, on était autour d'une petite dizaine. En 2021, on est passé à une vingtaine. 2022, on approchait des 50. 2023, un peu plus. Et là, on voit des bateaux aujourd'hui, j'entends des chiffres, c'est 70, 80, 90 des fois. Et donc forcément, bah, les accidents, ils sont plus fréquents. Maintenant, il n'y a plus un seul maire d'une commune qui échappe au phénomène. Et puis, ils sont complètement dépassés. Donc, il y a les habitants qui ne savent plus quoi faire, les maires ne savent plus quoi faire. Puis aujourd'hui, bah, ils ramassent des morts sur leur plage. Il y a une enseigne de magasin de sport qui a dû interdire la vente de kayaks. Pendant un temps, il y avait des exilés qui étaient les moins fortunés, les Soudanais, qui me disaient « Julien, c'est possible de partir sans passeur. Il y a un magasin à côté qui vend des petits bateaux et avec ça, on peut partir à 3 dessus et arriver en Angleterre. » Donc, je me dis, c'est quoi ce nouveau truc? Et je suis allé voir et en fait, il s'agissait de kayak gonflables. Daba, il est soudanais et il a 28 ans. Ce jour-là, je le remarque au rayon kayak avec un autre homme. Ils achètent un kayak, 350 euros, leurs dernières économies. Et en attendant une journée, une après-midi dans les rayons de l'enseigne de sport, j'ai vu défiler plusieurs exilés qui venaient et qui achetaient les kayaks à l'appel. Quand j'ai demandé à la vendeuse est-ce qu'il y en a, elle m'a dit non, c'est pas possible. Dès qu'il y en a, il reste un quart d'heure en rayon, grand maximum. Et quand je les ai rejoints à la sortie, ils ont caché le paquet comme ils pouvaient avec des pulls, des bouts de plastique et tout ça. Et puis j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous voulez aller en Angleterre? Et ils m'ont dit oui,
on va aller en Angleterre, on est 4. Je dis, mais c'est pas fait pour 4. Et il y a marqué 3. Ils ont dit 3, 4, c'est pareil. On a des rames, on a des trucs, c'est bon, ça va aller. Ce soir, la météo est bonne, on part ce soir. Et donc là, c'était compliqué parce que moi, mon travail, c'est de filmer un petit peu ces terribles traversées. Et là, je suis avec des exilés qui ont mis leurs dernières économies pour acheter un canoë-kayak, qui s'apprêtent à tenter une traversée qui est de l'ordre du suicide, à 4 dessus au lieu de 3, pour faire 40 km dans la mer, entre les ferries et les bateaux, et traverser pour aller en Angleterre. J'ai eu un gros dilemme à ce moment-là, parce que moi, il se trouve qu'en 2020, j'ai filmé des exilés soudanais qui ont volé un pédalo sur la plage de Boulogne. Ils avaient ni gilet de sauvetage, la météo n'était pas bonne. Ils se sont jetés dans la mer avec un pédalo, des lattes de bois pour ramer, pas de gilet de sauvetage, et moi, j'ai filmé ça, et j'étais extrêmement mal. J'avais l'impression d'assister à un suicide et de filmer. Il y avait des mineurs dans ce groupe. Et que j'ai filmé sans tenter de les arrêter, sans faire quelque chose. J'en ai pas dormi de la nuit, j'ai eu des angoisses terribles. J'en ai prié, et puis fort heureusement, le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient été repêchés. Ce jour-là, je me suis promis que si je me retrouvais dans la même situation, je franchirais la ligne jaune et je ne laisserais pas des gens partir comme ça, sans gilet de sauvetage. Et après les avoir avertis maintes fois que c'était suicidaire, je suis allé avec la journaliste qui m'accompagnait, Camille Toulmé, nous sommes allés acheter des gilets de sauvetage. On a essayé jusqu'à la dernière minute de les dissuader. Surtout qu'il y en avait 2 qui ne savaient pas nager. Et sur les 4, il y en avait 2 qui ne savaient pas nager. Et puis notre groupe s'est jeté à l'eau et a disparu dans le noir. Avec mon zoom, je me rappelle, j'essayais d'aller le plus loin possible et j'ai vu encore, je me rappelle, cet énorme ferry passer au large et eux qui ressemblaient à un tout petit point, une espèce de minuscule fourmi dans les eaux à côté du ferry. Et puis ils ont disparu. Il était minuit quand ils sont partis. Le matin, je me suis réveillé à 5-6 heures et j'étais pas très bien. Et puis j'ai pris ma voiture et je suis allé à la plage pour me dire, on sait jamais, peut-être que je vais voir un truc. Puis je les ai vus revenir. J'ai croisé des silhouettes complètement trempes sur le bord de la route qui marchaient. Et puis j'ai pilé presque avec ma voiture. On s'est regardé dans le blanc des yeux. Ils ont levé les bras au ciel et ils ont dit, Julien. Ils me disaient, Jacket, Dieu, machin. Ils levaient les bras au ciel, ils disaient merci. Et ils s'en sont tous sortis, mais combien s'en sont pas sortis? Ces gens qui échouent une traversée, c'est quand même des gens qui veulent continuer de tenter de passer de l'autre côté. Alors, échouer une traversée, c'est clairement pas quelque chose qui va dissuader ces personnes de retenter. Il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent dans des bateaux qui ont fait naufrage, qui ont vu des gens mourir à côté d'eux, des mères qui ont perdu leurs enfants, qui retentent. En s'étant un petit peu reposé après, mais ne plus tenter pourquoi? Alors, ce sont des gens qui, pour arriver jusqu'à Calais, ont déjà effectué un voyage terrible. Un voyage horrible, ils ont marché dans le désert, ils ont pris des bateaux entre la Libye et l'Italie, ils ont traversé, ils sont allés en Turquie, donc il y a différentes routes migratoires pour lesquelles certains ont passé quelques mois au mieux, et pour d'autres, ça a duré 1 an, 2 ans. Donc quand ils arrivent à Calais, ils sont au bout d'un voyage qui est exténuant. Tu l'as vécu, cette traversée en bateau. Est-ce que tu peux nous raconter ta traversée? Le passeur avait une règle d'or, il me disait, moi, ce sera jamais plus de 45 passagers. Voilà, il n'y aura pas plus. Quand on est arrivé sur la plage et qu'on s'est tous retrouvés, on a commencé à se compter et on s'est aperçu qu'on était 52. Et puis après vient l'étape de gonfler le bateau. On a gonflé le bateau, les passeurs ont installé le plancher, le truc était prêt. Et là, on a vu qu'il était plus petit que prévu. Personne ne peut se plaindre. Si quelqu'un ose se plaindre ou si quelqu'un hausse le ton, déjà, il peut ramasser une correction et puis on va lui dire si t'es pas content, tu rentres au camp et puis on garde l'argent. C'est ça ou rien. Les passeurs ont installé le moteur, ils ont préparé l'embarcation, ils ont dit allez, go, montez. Et puis là, on s'est jeté la tête la première dans l'embarcation. Et on se retrouve dans ces moments où on se piétine tous, il y en a un qui m'attrape les cheveux, un autre qui prend appui sur moi, et c'est un peu une espèce de lutte, une lutte au milieu de corps humains pour pouvoir se lever. C'était le noir complet, il y avait juste la lune pour nous éclairer. Les passeurs avaient dit visez les lumières rouges, c'est l'Angleterre, vous visez les lumières rouges. Donc le chauffeur partait en direction des lumières rouges, et là le canot a commencé à prendre l'eau. Il y en a quelques-uns qui ont peur dans l'embarcation, qui disent non, il y a de l'eau, on revient, il y a un trou. Et puis il y a les autres qui disent non, on y va, maintenant si t'es pas content, on te fout à l'eau, donc on continue, en priant que l'eau ne se mette pas à monter dans un rythme effréné. Et on écope. On prend le téléphone, et en fait sur le téléphone c'est simple, on a le point GPS,
Et on s'accorde à se dire, une fois qu'on est au-delà de la limite de la moitié de la frontière maritime, donc dans les eaux anglaises, on essaiera d'appeler les secours, on essaiera d'être sauvé. Tant qu'on n'est pas à la moitié, on fonce et on s'arrête pas. Et puis là, moi qui avais regardé la météo, j'avais très bien vu qu'au bout de 2-3 heures, la météo allait changer. Et là, la météo, elle a changé subitement, les eaux se sont mis à s'agiter, le vent s'est levé, et là, c'est plus du tout pareil. Les gens commençaient à être malades dans le bateau. Là, le pilote du bateau commence à ralentir, et au bout d'un moment, on regarde le téléphone et on s'accorde à dire, bon là, ça y est, là, on est dans les eaux anglaises. Tout le monde attrape son téléphone, tout le monde se met d'accord, on appelle les autorités. My friend, please listen to me. We have the babies and women here. We close to one boat. That name is a DFDS. Can you send us a help? We are trying to locate you and we're going to send you some help. Okay, thank you so much. Au bout d'un moment, on finit par voir arriver un navire de la Border Force. Donc quand le bateau des sauveteurs s'approche et accoste pour nous récupérer, tout le monde se pousse dans l'embarcation, il n'y a pas de femmes et d'enfants d'abord. Hein. Tout le monde se pousse, tout le monde se tire les cheveux, les épaules, essaie d'attraper les barrières, et donc pour les sauveteurs, c'est effrayant. Donc ils viennent, ils se collent à nous, ils commencent à en rattraper quelques-uns, les gens montent, désobéissent, c'est pas un par un, et grimpent partout, escaladent. Puis finalement, on a fini par tous être débarqués et monter sur le navire de la RNLI. Toi, tu as rencontré plusieurs personnes dans ce bateau que tu vas suivre aussi par la suite. Que deviennent-ils de l'autre côté? Parce que ce que tu montres dans ton documentaire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui déchantent et qui veulent aussi rentrer en France par cause de lassitude et de délais trop longs pour avoir les papiers. Il y a des personnes dans mon bateau qui n'étaient pas contentes presque d'arriver en Angleterre. Et je me rappelle d'un qui me dit « Oh là là, l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi je viens là ». Et donc je lui demande « Mais pourquoi? Tu es fou, on vient de risquer notre vie pour venir ici et tu n'es pas content d'arriver en Angleterre ». Il dit « Mais oui, mais je serais bien resté en France. » Bon, mais le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas travailler. Quand les exilés arrivent en Angleterre, l'Angleterre leur donne une petite chambre dans des hôtels qui sont donnés par le gouvernement, le temps de statuer sur leur demande d'asile. Entre-temps, les exilés, ils restent à l'hôtel et en attendant d'avoir une réponse, ils trouvent un boulot au noir extrêmement rapidement, c'est très facile là-bas. Et quand j'arrive, donc j'en retrouve un, lui a décidé de ne pas rester à l'hôtel. Il a dit non, moi j'ai pas envie de profiter du gouvernement anglais et des aides qui nous sont données. Moi je veux travailler, j'ai loué une petite chambre, j'habite ici. Il avait sa copine qu'il avait retrouvée en Grèce qui était venue le rejoindre et puis il travaillait. Alors il faut voir les travails, hein. Il travaillait entre 10 et 13 heures par jour dans une usine. C'est des gens qui veulent rentrer dans le système, c'est pas des gens qui veulent rester dans la clandestinité, c'est des gens qui veulent réellement travailler. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a certains qui ne reçoivent pas de réponse ou à qui on n'accorde pas la demande d'asile. Et donc, ces gens, ils ne veulent plus rester en Angleterre. Ils ne veulent plus rester, vivre dans la clandestinité. Donc, il y en a qui commencent à vouloir rentrer et revenir en Europe pour retenter de faire une demande d'asile dans un autre pays. Et pourquoi en France, c'est plus compliqué de trouver du travail qu'en Angleterre? En France, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de contrôle sur les personnes qui embauchent. Il y a beaucoup de contrôle, on laisse beaucoup moins travailler au noir. Et la priorité, elle est quand même accordée aux personnes qui sont francophones. Donc, des personnes qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou d'Afrique subsaharienne. Avec le Salon des maires, il y avait 15 maires qui ont souhaité une renégociation des accords du Touquet. Ce qu'ils reprochent, c'est d'être tout seul face au phénomène de migration de masse actuellement. Est-ce que la France est vraiment toute seule par rapport à ça? La France est toute seule par rapport à ça parce qu'en fait, elle reçoit des millions pour protéger les côtes. Mais c'est pas une solution. La solution, on la trouvera jamais en protégeant nos côtes avec les forces de l'ordre. Les policiers essaient d'arrêter ces embarcations, mais en France, on n'a pas le droit d'intercepter une embarcation qui est en mer. Parce que si on intercepte une embarcation qui est en mer avec le nombre de personnes qu'il y a dessus, il y a de forts risques que le bateau se renverse, que les gens se noient et donc qu'il y ait des pertes humaines. C'est pour ça que les passeurs ont inventé cette technique de taxi-boat, parce que le bateau, une fois arrivé en mer pour prendre les passagers, on ne peut plus l'intercepter et l'empêcher de partir. On ne peut pas crever un bateau qui est en mer. Fort heureusement qu'on a quand même cette loi et ces restrictions un peu en France, parce que si on compare dans d'autres pays de l'autre côté en Méditerranée, qui eux se laissent la libre action de pouvoir intercepter en mer, ils renversent les bateaux et c'est l'équipage entier qui meurt.
La solution, elle se trouve en Angleterre. Il faut qu'on arrive à trouver des accords en Angleterre pour trouver des voies légales, des voies sûres, pour que ces personnes puissent trouver des chemins pour arriver en Angleterre et s'accorder pour voir qui peut y aller, qui ne peut pas y aller, des conditions, et que l'Angleterre ait à prendre ses responsabilités. Mais les voies légales, c'est quoi? C'est leur dire, bah ok, vous pouvez prendre l'Eurostar pour aller de l'autre côté? C'est utopique, mais oui, il faudrait que les gens puissent se rendre en ferry en Angleterre et puis il y ait des bureaux pour demander l'asile et qu'il y ait du cas par cas. Déjà, ça enrayerait le business des passeurs. Il n'y aurait plus de problème de ce côté-là, et puis on aurait beaucoup moins de morts et beaucoup moins de tentatives. Oui, c'est sûr que ces voies légales seraient quand même une solution en soi. Et pourquoi on est dépassé aujourd'hui en France? Pourquoi les autorités françaises et les policiers sur place sont dépassés? Les gens n'arrêteront pas de venir. Ça ne dissuadera jamais les gens de venir en crevant les bateaux, en démantelant les camps, en les mettant dans des bus pour les renvoyer dans des bleds à 300 km. Ça ne les découragera pas de venir. Ils continueront de venir, et d'une, et de deux, les passeurs trouveront d'autres alternatives pour contourner les barrages qui sont mis en place sur les plages. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans un système crescendo de la voie de passage. Regardez, la semaine dernière, on a repêché un bateau de personnes qui sont restées 9 jours en mer. Elles sont parties de Normandie, parce qu'elles ont essayé de partir plus loin, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ces plages. Elles se sont lancées en mer, le moteur est tombé en panne, elles sont restées 9 jours à dériver dans la Manche. C'est quelque chose que l'on voit en Méditerranée, ça. C'est quelque chose que l'on voit aux Canaries. Et c'est quelque chose qui commence à apparaître aujourd'hui chez nous, en France. C'est pas un business qui va s'arrêter, ça c'est sûr et certain.